La voix. Merci Philippe pour ton invitation et l'honneur que tu nous as fait de nous faire préfacer l'ouvrage que tu as dirigé parce qu'il est d'excellentes factures et on en est très fiers. Quelques mots sur la Fonda pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une vieille maison, on existe depuis 1981. Nous sommes ce qu'on appelle un laboratoire d'idées. Nous mobilisons des personnes physiques, des expertises de tous horizons qui ont en commun de vouloir valoriser la contribution essentielle des associations en France. Ça, c'est la mission de la Fonda depuis toujours, ce qui nous a conduit à créer la CPCA et puis qui est devenu le mouvement associatif, mais aussi à outiller les acteurs associatifs, à apporter des éclairages pour qu'ils puissent engager les transformations nécessitées par l'évolution de l'environnement dans lequel les associations évoluent. Et pour ça, on utilise beaucoup les outils de la prospective, parce que ça permet de faire un vrai 360 sociétal, des évolutions rapides et parfois corrélées qui traversent la société et qui, par définition, impactent les associations. Et c'est dans le cadre alors, depuis longtemps, la Fonda, évidemment, s'intéressait à la gouvernance. On appelait ça le management, d'ailleurs, à l'époque, dans les années 90. Et puis, il y a eu un glissement sémantique vers le terme de gouvernance, mais qui n'est pas propre à la Fonda, qui est propre. Enfin, le glissement sémantique était un phénomène de société. Mais en 2011, dans le cadre de l'exercice de prospective, nous avons commencé par faire ce qu'on appelle un diagnostic du présent, et donc à consulter des responsables associatifs sur les sujets qui leur paraissaient importants pour l'avenir des associations. Et on a été très surpris. J'ai envie de dire, même on a appris ça dans la figure, par la montée en puissance de la question de la gouvernance, qui était très corrélée avec celle des mutations des formes d'engagement, des moteurs et des ressorts de l'engagement, mais avec un inventaire à la Prévert que vous connaissez forcément, de dysfonctionnement, de vieillissement des dirigeants associatifs, de manque de diversité, de manque de parité dans les instances de gouvernance, de conflits entre salariés et bénévoles, avec en plus de nouvelles formes d'engagement, d'activité qui apparaissaient, le service civique, etc. La place des usagers qui émergeait quand même dans les questionnements dès 2011. Qu'est-ce qu'on fait des usagers? Est-ce qu'on peut continuer à mener nos projets sans tenir compte de la ressource qu'ils représentent? Donc on s'est dit, il faut qu'on se saisisse de cette question, et en parallèle de nos travaux de prospective, on a monté un groupe de travail qui, il faut le dire dans un premier temps, a vraiment tourné en rond pendant un bon moment et n'a rien produit d'intéressant pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'on invite un jour dans une rencontre débat qu'on organisait Jean-Louis Laville. Et là, ça a été le déclic pour moi, en tout cas. J'ai raccroché et donc ça a donné un deuxième groupe de travail. Le déclic a consisté à comprendre que c'était un contresens méthodologique de dissocier la question de la gouvernance du reste du fonctionnement de l'association, qui lui-même est déterminé par le projet, les valeurs, les missions, et la vision de société qui est sous-tendue par l'action associative. Donc on tournait en roue parce qu'on distinguait, on faisait ce contresens méthodologique. Et du coup, dans une deuxième phase, le groupe de travail s'est ressaisi, s'est fixé un cap et a décidé, a pris parti qui est le vôtre aussi, et tous les chercheurs qui ont travaillé, d'une part, surtout pas normaliser, surtout pas tomber dans le piège du référentiel de la bonne gouvernance, donc de surtout pas dicter ce qu'il fallait faire, quelle était la bonne manière de gouverner une association, comme certains sont tentés de le faire, et de profiter de la poche de liberté qu'ouvre la loi 1901, qui est absolument muette sur le fonctionnement et la composition des espaces de décision qu'on appelle les instances de gouvernance. Absolument muette, c'est une poche de liberté absolument géniale.
Et effectivement, rien ne dit qu'il faut avoir un bureau, un CA, une AG. Ce sont des usages. Ce sont des usages, ce sont des conformismes qui nous sont parfois imposés par l'administration. Ce sont des pratiques, mais il n'y a rien de normé. Et donc, pour ne pas normer les choses, enfin, pour surtout pas dicter ce qu'il faudrait faire, on a quand même... on avait quand même un certain nombre de... Enfin, on voulait surtout pas dicter les bonnes réponses, mais il y avait quand même un certain nombre de bonnes questions à se poser. Et c'est le parti pris qu'on a adopté dans un format un peu ludique, d'élaborer un espèce de kit d'autodiagnostic, c'est-à-dire un questionnaire en ligne, un peu comme un test psychologique, dans telle situation, vous faites ci, vous faites ci, vous faites ça. Avec 19 questions organisées autour du projet, enfin, de la question du projet, de qui participe aux instances de gouvernance et comment fonctionnent ces espaces de gouvernance. C'est des petits poteaux d'angle, les bonnes questions à se poser pour accompagner la réflexion des responsables associatifs. Et à la fin du test, plutôt que de leur dire bravo, vous êtes le champion de la gouvernance démocratique, ou au contraire, vous êtes un tyran, etc., on renvoie en miroir un texte qui se remplit avec les réponses qui ont été données. Donc c'est vraiment un effet miroir qu'on renvoie. Donc d'après vos réponses, votre gouvernance est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et à eux de juger si ça leur convient. Mais ce qui est intéressant, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que plusieurs personnes de la même association peuvent faire le test et comparer les résultats. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des points de convergence ou au contraire des énormes divergences sur la manière de concevoir la gouvernance, on peut identifier des enjeux sur lesquels absolument travailler en priorité. Donc ça a été la première démarche. Évidemment, c'est accompagné de ressources incontournables comme les travaux de Philippe Hénault ou évidemment les travaux de Jean-Louis Laville et d'autres sources. C'est en ligne, ça a été téléchargé à plus de 6000 reprises depuis 2012. C'est vous dire l'intérêt, et c'est même téléchargé depuis des pays comme le Québec, la Suisse. Donc c'est vraiment une préoccupation qui dépasse largement les frontières françaises. Mais pour aller plus loin, parce que ça ne suffisait pas de titiller les gens, de susciter les bonnes questions, on s'est dit, un peu dans le même esprit que celui qui a adopté le mouvement associatif et Philippe, allons chercher des gens qui, s'ils n'ont pas trouvé des réponses, au moins cherchent des réponses à ces dysfonctionnements qu'on a tous repérés. Donc on a casté, identifié une vingtaine d'associations, ou pas d'ailleurs, ou de groupes d'associations, de coopératives, de collectifs informels. Et on est allé voir les réponses qu'ils avaient inventées pour répondre au problème de l'égalité, enfin de la parité, pour répondre au problème de la place des jeunes, pour répondre au dysfonctionnement de la collaboration à distance quand on est sur un réseau éclaté sur le territoire. Et donc on a repéré comme ça une vingtaine de cas pratiques qu'on a audité vraiment, enfin on est allé les voir, et on est allé creuser, alors on a essayé aussi en filigrane de lire entre les lignes parce qu'il y a énormément de non-dits aussi sur ces sujets de gouvernance. C'est pas un sujet facile, c'est un sujet qui fait pas rigoler du tout les personnes qu'on interroge, et c'est vrai que quand on les interroge, a priori tout va bien, et puis si on gratte un peu, il y a encore des problèmes. Mais du coup, on a fait ce travail et je crois que les gens nous ont vraiment confié, nous ont fait confiance puisque c'était sous couvert d'anonymat, ça a été publié une fois que les gens ont validé la monographie qu'on a publiée. Mais ils nous faisaient confiance et ils étaient vraiment dans une démarche de partager leurs bonnes pratiques pour que ça puisse servir à d'autres. Donc vraiment dans une démarche méta-associative, j'ai envie de dire, de mise en commun de réponses. Alors, ce qu'on en conclut, nous, c'est qu'il n'y a absolument pas de remède miracle. Enfin, il n'y a pas de solution miracle et il n'y a pas de solution sans effet secondaire non plus.
C'est-à-dire qu'on peut imaginer une solution, mais par exemple pour faire venir des jeunes dans les conseils d'administration, mais du coup on va avoir des gens qui sont dans des trajectoires professionnelles qui ne leur donnent pas forcément la disponibilité qu'un retraité, et du coup ça crée d'autres dysfonctionnements. Donc déjà, c'est pas très optimiste ce que je vous raconte, mais voilà, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de remède miracle. Et puis il n'y a pas de réponse qui fonctionne si on ne fait pas le détour par réinterroger le projet. Et c'est vraiment la boussole, c'est vital de temps en temps prendre le temps de s'assurer que le projet est toujours pertinent et qu'on n'est pas en train de faire des choses qui ne servent plus à rien. D'autant plus qu'on est dans un environnement qui est traversé par des évolutions nombreuses et rapides. Notamment le fait que les gens sont de plus en plus multi-appartenants, que l'influence des pairs est devenue un des ressorts de l'engagement aussi, que de plus en plus on veut comprendre et voir les résultats de son engagement. Donc évidemment, il y a un effort aussi à faire de la part des associations de montrer l'utilité de cet engagement concrète qui a évidemment, avec la montée en puissance du numérique, des boulevards pour repenser les manières de travailler à distance, de consulter, d'informer, de décider, de rendre compte. Le numérique est probablement un levier pour un peu plus de démocratie associative, évidemment. Et puis, dernière évolution sur laquelle j'avais envie d'un petit peu insister, c'est l'enjeu de transmission aussi. C'est-à-dire que rajeunir fait partie des enjeux forts de certaines associations, mais ça ne veut pas dire pour autant se couper de l'expertise et de la disponibilité, il faut le reconnaître, des seniors qui ont encore 20 ans d'espérance de vie en bonne santé après leur carrière professionnelle et qui ont énormément de choses à transmettre et à recevoir des jeunes également. Donc l'enjeu n'est pas tant quelle place on fait aux jeunes, non, mais comment on organise les transmissions entre des générations. Est-ce que je voulais faire une toute petite synthèse, conclusion provisoire, parce que c'est un sujet qui se renouvelle en permanence et qu'on pourrait explorer pendant des années. On pourrait refaire un bouquin et une rencontre dans 3 ans. Je suis sûre qu'on aurait encore plein de choses à dire, mais insister sur le fait que le projet est central, c'est ça que je voudrais dire, et rejoindre ce que donc Jean-Louis Lavide, le déclic que m'a permis d'avoir Jean-Louis Lavide sur le fait que c'est vraiment un contresens méthodologique de distinguer le fonctionnement de ces espaces de gouvernance du projet, et que le projet est du reste du fonctionnement, et que le projet est central. Donc il faut le réinterroger et d'adapter la gouvernance au projet et non l'inverse. C'est peut-être un lieu commun, mais il y a vraiment une erreur qui est régulièrement faite. Et que ce soit... Après, c'est vrai qu'il y a des questions de... souvent, on se borne à la question de la composition de ces espaces de gouvernance, mais le fonctionnement de ces espaces de gouvernance est aussi, au moins aussi important. La manière dont on transmet l'info, dont on la fait circuler. J'en ai fini avec mon compte de la Rubroca. À votre dispo pour d'autres questions ou pour échanger.